Tu te rappelles la légende de Blanche-Neige? Non pas Blanche-Neige, mais la légende de Blanche-Neige, comme dans la légende de Zorro. Exactement, comme dans la légende de Zorro. Les deux séries nous ont été fournies par la tristement célèbre société de production Mondoworld, à qui on doit pas mal de versions un peu cheap d'histoires connues, mais aussi quelques bonnes séries comme Sherlock Young. Alors, tu t'en rappelles? Si j'en crois le graphisme, c'est une série des années 80. Donc non. Ce n'est pas une série des années 80. À l'instar de la légende de Zorro, ça en a tout l'air, ce serait même digne d'en être une vu la désinvolture et l'inventivité dont elle fait preuve dans son scénario, mais non, à l'instar de la légende de Zorro, c'est bien une série des années 90. Sérieusement? Sérieusement, 1992, donc début des années 90, mais 90 quand même. Et tu veux vraiment qu'on parle de ça? Cette série a été pendant très longtemps pour moi la définition même d'un plaisir coupable, aux côtés de Charmed et de l'homme au masque de fer. Maintenant que je l'ai revu, je dois reconnaître que, même s'il y a des problèmes de cohérence et de logique dans son scénario, dû, comme je viens de dire, à l'extrême désinvolture et l'extrême inventivité de l'écriture, c'est quand même un plaisir coupable vachement plus assumable que Charmed. En tout cas, si je compare aux deux autres séries Mondoworld de cette période que je connais, La légende de Zorro et Cendrillon, celle-ci est bien plusieurs crans au-dessus en termes de qualité. Bref, oui, je veux vraiment qu'on parle de ça. Alors, je veux pas dire, mais l'histoire de Blanche-Neige dure 83 minutes dans le long-métrage animé Disney, et encore il y a des chansons. Comment diable Mondoworld va tenir 52 épisodes sur cette base? Il y a au moins une chanson à un moment, même si elle a été remplacée par un instrumental en VF. Ouais, ça va pas suffire. Déjà, dans l'histoire d'origine, il y a des péripéties qui sont pas dans le Disney. La méchante reine fait 2 tentatives d'empoisonnement de Blanche-Neige avant le coup de la pomme. Une avec une ceinture ruban et une avec un peigne. Les 2 tentatives d'empoisonnement seront dans la version Mondoworld. Je veux bien, mais 52 épisodes, la série va bien être obligée de partir dans autre chose à un moment donné. Eh bien non, c'est ça le plus beau. Effectivement, on meuble l'histoire avec 42 anecdotes du jour et on complexifie à fond l'intrigue principale, rajoutant des histoires de génie, de démons, d'épées magiques et de prophéties. Mais c'est toujours l'histoire de Blanche-Neige et c'est toujours Blanche-Neige, c'est-à-dire l'histoire d'une jeune fille qui écrase sa belle-mère par sa haute supériorité morale, et ce, avec une constance qui donnerait à Princesse Sarah des leçons de résilience. Malgré les gobelins, les fées et tout le reste, jusqu'au bout, l'enjeu principal, c'est que la reine veut tuer Blanche-Neige pour rester la plus belle du royaume. C'est over the top, c'est très con, c'est génial, j'adore. Bon, on ne vous fera pas l'injure de vous raconter l'histoire de Blanche-Neige, mais en fait si. Notre histoire se passe au royaume de la vallée d'Émeraude. Oui, c'est réellement le nom du royaume, ainsi nommé je suppose, à cause de sa campagne verdoyante. Quoiqu'elle est pas trop verdoyante quand notre histoire commence, parce qu'on est en hiver et que le roi et la reine contemplent le paysage enneigé. La reine se fait la réflexion qu'elle aimerait bien que leur enfant à naître soit une petite fille au teint aussi blanc que cette neige, et comme dans les contes on ne peut pas dire une chose à la va-vite sans que ça se réalise, pouf, c'est exactement ce qui se passe. On appelle la petite princesse Blanche-Neige. Malheureusement, l'accouchement a particulièrement affaibli la reine, qui finit par mourir quelques années plus tard de sa faible constitution. La raison d'état et la nécessité de donner une mère à sa fille poussent le roi, Conrad, à aller fouiller dans son arbre généalogique pour trouver une vague cousine éloignée et célibataire qui accepte de l'épouser. À noter que c'est la reine elle-même qui lui en a fait la suggestion juste avant de mourir. De se remarier, pas de le faire avec sa cousine. Mais bon, c'est pour dire que l'honneur est sauf et que Conrad reste un type bien. L'heureuse élue, Christelle, emménage donc séance tenante au château dans les appartements de la reine. La première chose qu'elle fait installer est un miroir. Attention, pas n'importe quel miroir. Un miroir magique qui répond à toutes les questions qu'on lui pose, ne peut pas mentir, et à moins qu'il y ait une protection magique qui l'en empêche, peut voir tout ce qui se passe dans le royaume. Avec un artefact pareil, Christelle pourrait sans problème conquérir le monde, mais par chance, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir si elle est bien la plus belle du royaume. Ce qui est le cas. Donc tout va bien dans un premier temps. Seulement voilà, problème, les années passant, Blanche-Neige grandit et ressemble de plus en plus à sa mère. Oui, c'est le leitmotiv de la série. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Physiquement, Blanche-Neige ne ressemble en rien à sa mère. Celle-ci était blonde et elle a les cheveux noirs comme l'ébène. Mais elle ressemble moralement de plus en plus à sa mère, qui en plus d'être jolie physiquement, avait une très belle âme et une grande bonté. La beauté du cœur l'emportant sur la beauté du visage, la grâce naturelle de Blanche-Neige a tout fait de menacer la place de Christelle au hit-parade des plus belles femmes du royaume. Malgré ça, son miroir continue à la rassurer. Elle est bel et bien la plus belle femme, sans aucun doute. Vous, Majesté, sans aucun doute. C'est alors qu'arrive le grain de sable, le prince Richard. Alors en fait, De Prince, c'est le fils d'un vassal de Conrad, le duc d'Albertville. Bien qu'elle soit produite par une société italienne, la langue originale de la série est le japonais, comme la légende de Zorro. Et apparemment, en japonais, duc et prince sont plus ou moins synonymes. Et de toute façon, on est dans un conte, donc celui qui doit épouser la princesse à la fin doit forcément être appelé prince. Un petit peu de contexte. Suite à une invasion survenue dans le nord du pays, Conrad est obligé de partir à la guerre, laissant à sa femme les rênes du royaume.
Contrairement à ce qui se passe dans Argyll, cette histoire d'invasion n'a rien à voir avec la méchante principale, donc soyez pas déçus, on n'apprendra jamais rien sur cette mystérieuse armée ennemie, elle est juste prétexte à l'absence du roi et à 2-3 autres trucs. Bref, Crystal, plus soucieuse de s'amuser et de faire admirer sa beauté à tout le monde que de la santé économique de ses gens, s'empresse de dilapider les ressources du château en vêtements, bijoux et organisation de fêtes. C'est dans le cadre d'une de ces fêtes qu'elle invite au château, en même temps que tous les nobles du voisinage, le fils du duc d'Albertville, Richard. Richard n'aimant pas trop les mondanités, il hâte au fait de s'éclipser de la salle de bal pour prendre l'air, et c'est ainsi qu'il rencontre Blanche-Neige. Les deux jeunes gens se rapprochent, sympathisent, se revoient plusieurs fois et finissent par tomber amoureux. Le bonheur dans l'amour, c'est tout ce qui manquait à Blanche-Neige pour être d'une beauté accomplie. C'est une sorte de puberté de l'âme si vous voulez. Pour la poésie, on repassera. Oui j'y peux rien, c'est en gros ça. Le jour où les sentiments de Blanche-Neige pour Richard deviennent profonds, le miroir magique annonce à Crystal que c'est fini, qu'elle n'est plus la plus belle femme du royaume, que c'est maintenant Blanche-Neige qui a droit à ce titre. Crystal est furieuse, bien sûr. Elle commence par essayer d'enfermer Blanche-Neige. Mais l'amour de Blanche-Neige est trop fort pour être retenu prisonnier. Et finalement, elle réussit à sortir du château pour retrouver Richard à leur point de rendez-vous habituel. Malheureusement, au lieu de la déclaration qu'elle espère, celui-ci lui annonce qu'il doit partir en formation pour devenir chevalier et ne la reverra pas avant un moment. Les mecs, je vous jure, aucun sens de l'ambiance. Oh allez, il lui donne quand même un bijou en gage avant de partir. Oui, la broche de sa défunte mère, la duchesse d'Albertville, à qui Blanche-Neige lui a fait penser depuis le début. Freud adorerait. Et non, elle ne ressemble pas plus à cette duchesse d'Albertville qu'à la défunte reine. La duchesse d'Albertville était tout aussi blonde. C'est toujours une histoire de beauté de l'âme et tout le toutim. Toujours est-il que les deux jeunes gens se séparent, la mort dans l'âme, et que Crystal, pendant ce temps, ne peut vraiment pas tolérer que Blanche-Neige soit plus belle qu'elle. Elle appelle donc son garde-chasse, Samson, lui demandant d'emmener Blanche-Neige dans la forêt sous prétexte de regarder de près les biches qui viennent de mettre bas, de la tuer et lui rapporter son cœur. Samson, non seulement c'est un brave gars, mais il se trouve qu'il a eu une petite fille dans le passé, à qui Blanche-Neige ressemble comme deux gouttes d'eau même si elle était blonde. Non, je déconne. Il a eu une fille, qui aurait simplement eu l'âge de Blanche-Neige si elle n'avait pas été dévorée par les ours quand elle était petite. Il sait cependant que s'il désobéit à la reine, elle le fera exécuter. Il emmène donc Blanche-Neige dans la forêt comme prévu, hésite pendant tout un épisode, et quand un ours providentiel déboule pour les attaquer, il le tue, enjoint Blanche-Neige de s'enfuir et de ne pas retourner au château, et prend le cœur de l'ours à la place de celui de Blanche-Neige pour le rapporter à la reine. Seule dans la forêt, perdue, n'ayant plus nulle part où aller, Blanche-Neige doit son salut à l'aide d'un écureuil qui l'entraîne à travers une étrange brume aux couleurs de l'arc-en-ciel dans une partie inconnue de la forêt, inexplorée par les humains, qui ne peuvent trouver leur chemin dans la brume magique à moins d'être guidés par un animal. C'est ainsi qu'elle tombe sur une petite chaumière bien entretenue où vivent 7 nains, qui malgré le fait qu'elle soit inapte aux tâches de la vie quotidienne à cause de son éducation de princesse, acceptent de l'héberger et de lui apprendre ce qu'ils savent. Bienvenue dans la forêt aux 7 couleurs, une vaste étendue boisée à la grandeur indéterminée, comportant des lacs et des montagnes et refuge de créatures magiques en tout genre telles que nains, gobelins, elfes, fées... Rien qu'au temps qu'il nous a fallu pour présenter juste ce début d'histoire, tu comprends ce que la série a fait pour durer 52 épisodes. Elle a inséré des détails. Beaucoup de détails. Aucun n'entre en conflit avec l'histoire principale, mais du coup, on va vachement plus loin que le conte de base. Par exemple, le twist, s'il en est un, est que le caractère obsessionnel de Crystal a une justification scénaristique. Elle est possédée depuis ses 12 ans par un démon qui possédait déjà sa grand-mère et qui visiblement passe de corps de jolie femme en corps de jolie femme depuis des générations car il est monomaniaque et tient absolument à sa beauté. Quant au prince Richard, il est effectivement indispensable qu'il abandonne Blanche-Neige en début d'histoire pour apprendre à devenir chevalier car son adoubement est la condition prévue de tout temps par une prophétie pour provoquer la chute du démon. Oulala, ça va très loin. Et donc, comme dans l'histoire d'origine, la reine fait plusieurs tentatives d'empoisonnement, on peut s'autoriser les péripéties qui se répètent. La série racontera donc la course à l'armement entre la reine et les nains, qui pour tuer Blanche-Neige, qui pour protéger Blanche-Neige. La reine utilise plusieurs trucs et astuces pour atteindre Blanche-Neige malgré la protection du brouillard aux 7 couleurs, et les nains grandiront la taille de leur bouclier de protection en cours de série, grâce à un rituel impliquant une course d'orientation et des rubans. Ok, mais tout ça suffit-il bel et bien pour remplir 52 épisodes? Non. Du coup, on va chercher des anecdotes d'autres contes pour meubler, comme la Reine des Neiges, les légendes arthuriennes et les chapardeurs. Tout est bon à prendre. Ok, mais la série arrive à intégrer tout ça de manière cohérente et logique? C'est là que le bas blesse. Je t'ai dit que la série était un plaisir coupable, c'est bien qu'il y a une raison. C'est moins déjanté que l'animé Princesse Saphir, mais la continuité et la logique ne sont pas le point fort de cette série. On est quand même dans une série Mondo. Je veux dire par là que quand il y a des erreurs, il est difficile de les pardonner, parce qu'on sent que c'est des erreurs qui auraient pu facilement être évitées, mais que les auteurs ont eu la flemme d'éviter.
Par exemple, lorsque Blanche-Neige s'installe chez les nains, elle sait qu'une lettre de Richard doit lui arriver prochainement au château. Pour illustrer le propos, on voit la reine Christelle la recevoir et ricaner de son rire de vilaine parce que Blanche-Neige, qu'elle croit morte, ne la lira jamais. Dans les épisodes suivants, Blanche-Neige continue à se tracasser au sujet de cette lettre qui va arriver au château et les nains et elle font même une tentative pour intercepter le messager. Il se trouve que le jour où ils font leur tentative, il y a effectivement un messager qui passe avec une lettre de Richard. Une deuxième lettre? Les scénaristes ont oublié la première? Qui sait, qui s'en soucie? Je veux bien que Richard, n'ayant pas reçu de réponse à la première, en ait envoyé une deuxième, mais quelle coïncidence dans ce cas que Blanche-Neige soit passée ce jour-là pour intercepter le messager, parce que elle, c'est la première lettre qu'elle attendait. Bon, la deuxième lettre, elle réussit à la récupérer. Elle y répond par pigeon voyageur, mais visiblement ne prend pas la peine d'expliquer à Richard quelle est sa situation et accessoirement sa nouvelle adresse, parce que le jour où Richard, revenu dans la vallée d'Émeraude pour une mission, décide de lui rendre visite, c'est au château qu'il va, et il ne semble pas du tout au courant qu'elle n'y habite plus. Encore moins que c'est pas très malin de demander de ses nouvelles à la reine Christelle. On peut trouver des explications rationnelles à ces histoires de lettres. Peut-être que Blanche-Neige, qui ne désespère pas de se réconcilier avec la reine un jour, préfère cacher ses exactions à tout le monde, ou préfère que Richard ne s'inquiète pas pour elle et se concentre sur sa formation de chevalier. Par contre, le truc qu'on aura plus de mal à expliquer, c'est pourquoi, quand Blanche-Neige retrouve par hasard dans un village sa vieille nourrice Maud, qui a été virée par la reine dans un des premiers épisodes alors que Blanche-Neige vivait encore avec sa belle-mère, elle lui demande pourquoi elle n'est plus au château et se fait expliquer par la nourrice qu'elle s'est fait chasser après le départ de Blanche-Neige. Je ne sais pas si c'est un ajout de la VF, mais non, je suis désolé, c'est pas ce qui s'est passé, on était là. Et ça, c'est les cas les plus flagrants. On a occasionnellement aussi des retcons discrets, comme quand l'origin story du peuple de Chapardor rencontré par Blanche-Neige change ni vu ni connu. Voilà pour la continuité. Qu'est-ce que tu voulais ajouter sur la logique ? En fait, c'est pas tellement un problème de logique, mais plus un problème de traitement très bizarre des éléments scénaristiques. Il y a un épisode où Blanche-Neige est changée en lapin le temps d'un épisode. Parce que les scénaristes avaient envie de faire un épisode où Blanche-Neige est changée en lapin. Cherchez pas, c'est la légende de Blanche-Neige. Ça fourmille d'idées qui partent dans tous les sens et on apprend à accepter le fait que les scénaristes aient fréquemment envie de ce genre de truc. Comment mettre en place cette situation ? La colombe apprivoisée de Blanche-Neige, QQ, me jugez pas, c'est pas moi qui ai choisi le nom, fraîchement revenue d'un voyage pour porter une lettre de Blanche-Neige à Richard, puis la réponse de Richard à Blanche-Neige, demande à Froussard, le nain qui parle aux animaux, de venir traduire un message pour Blanche-Neige, car elle a quelque chose à raconter sur Richard qui n'était pas dans la lettre. Froussard n'a pas le temps, il est occupé, alors il enseigne à QQ et aux autres animaux de compagnie de Blanche-Neige un rituel magique pour permettre aux animaux de communiquer avec les humains. En fait, ça change Blanche-Neige en animal, ce qui la rend apte à comprendre les animaux. Évidemment, tout le monde est choqué de l'événement, mais Froussard rassure tout le monde, le sort ne durera qu'une journée. Maintenant que tout le monde est rassuré, QQ va-t-elle enfin donner à Blanche-Neige l'information qu'elle voulait lui donner? Non, les animaux de compagnie de Blanche-Neige sont trop excités à l'idée de pouvoir enfin communiquer avec elle, ils l'emmènent dans la forêt pour lui montrer leur terrain de jeu. Passé les premières découvertes, QQ va-t-elle enfin délivrer son message? Non, Blanche-Neige se perd, vit l'aventure du jour et redevient humaine à la fin. On ne saura jamais ce que QQ avait à lui dire. Et cette fois, je ne vois vraiment pas d'excuses, pas de justification, c'est juste de la mauvaise écriture. Cette histoire de message n'était qu'un prétexte pour changer Blanche-Neige en lapin, et une fois que c'est fait, ça n'intéresse plus les scénaristes de clore le sujet, alors ils le laissent juste tomber. En partant du principe qu'aucun spectateur ne s'intéressera assez à l'histoire pour stresser en voyant l'unique journée de communicabilité s'écouler sans que QQ ne mette ce laps de temps à profit pour donner l'information qui était suffisamment essentielle pour justifier de déclencher tout ce bordel. Quand tu parles de l'aventure du jour, tu veux dire que Blanche-Neige, transformée en lapin, tombe sur Richard, dont l'unité venait justement faire des manœuvres aux alentours de la forêt, sachant qu'il est censé être parti loin, mais dans un monde sans train ni avion, je suppose que la notion de loin est assez relative. Elle tombe sur lui donc, et a du coup l'occasion de savoir ce qu'il dit d'elle quand elle est pas là. Je sais que c'est censé être mignon, mais ça se fait trop pas. Bref, je pense qu'au moment où Blanche-Neige tombe sur Richard, on est censé se dire « Ah, c'était ça que QQ voulait dire, que Richard allait revenir dans la région. » Supposons que c'est ça. Ça n'explique pas pourquoi QQ, qui a 1001 occasions de délivrer son message avant que Blanche-Neige ne se perde, ne le fait pas et ne confirme pas à la fin, via Froussard, puisqu'elle a quand même un traducteur à portée de main et qui va pas être occupé tout le temps, que c'était bien ça le message. Les auteurs en avaient juste rien à foutre. C'est quand même marrant que tu cites cet exemple-là, plutôt que ce passage de la fin de la série où un personnage passe dans le camp de la reine pendant quelques épisodes alors qu'a priori il n'est ni hypnotisé, ni passé du côté obscur, ni rien. Ça, j'y reviendrai quand on présentera le personnage en question, mais je pense qu'on peut
peut trouver des explications dans la psychologie du personnage. Un peu bizarre et pas très bien expliquée, mais tout de même cohérente dans la tête des scénaristes. Non, cette histoire de message est le meilleur exemple. Il y a plein de bons trucs dans la série parce que les scénaristes se sont fait plaisir, mais quand ils n'ont pas eu envie de se faire chier, ils se sont pas fait chier et ils ont fait n'importe quoi. Et les animateurs ont eu un peu le même état d'esprit. Outre que je suis à peu près sûr que le château de la Reine Cristal change d'aspect en cours de série, les dessins sont parfois un peu bizarres et les rapports de taille entre les personnages sont pas très cohérents d'un épisode sur l'autre. En un mot comme un sens, si j'ai tant de mal à avouer combien j'aime cette série, c'est pour une bonne raison. Elle a des défauts objectifs, des défauts rédhibitoires et des défauts qu'on ne peut même pas excuser en se disant qu'elle a fait de son mieux quand elle pouvait. Mais d'un autre côté, plus d'efforts et d'ambition lui auraient sûrement nui. Autant quand je regarde Silverhawks, je me dis que ce serait encore mieux avec des personnages approfondis et des règles cohérentes à l'univers, autant là je m'opposerais toutes mes griffes à ce qu'on fasse une version correcte de la légende de Blanche-Neige. Car si cette série arrive à être si riche, si originale, si unique, c'est bien grâce à cette désinvolture. La légende de Blanche-Neige a été écrite sans la moindre once de scrupule. Les livres de science de nains sont complètement sexistes, le plus jeune nain se fait expliquer la sexualité des fleurs de façon bien illustrée, et quand ils ne savent pas comment ils vont expliquer un rituel, ils se prennent pas la tête, ils disent carrément qu'il est inexplicable. Dites-moi l'ancien, quelle est cette formule magique? En fait, l'épée magique de Gobi, notre pendentif aux 3 félicitants d'une force commune qui leur permet de fusionner, mais le reste on ne peut l'expliquer de façon rationnelle. Mais si c'était moins con, on trouverait que ça se prend trop au sérieux. Et c'est parce que c'est con que ça arrive à nous convaincre qu'on est bien dans l'histoire de Blanche-Neige et de sa marâtre qui veut rester la plus belle. Dans quelque chose de plus sérieux, la trame générale Blanche-Neige donnerait l'impression d'être un prétexte pour parler d'autre chose. C'est nébuleux ce que tu dis. L'ennui, c'est que je peux pas m'expliquer davantage. Aucun descriptif global ne rendrait justice à ce que c'est, et pourquoi c'est mieux en étant con. La seule chose que je peux faire, c'est citer des anecdotes représentatives. Premier exemple. Au milieu de la série, le plus jeune des nains, Poussin, doit partir en voyage initiatique pour son passage à l'âge adulte. C'est un rituel ancestral très important. Blanche-Neige l'accompagne parce qu'à ce moment-là, c'est mieux de l'éloigner un peu de la zone d'influence de la reine. Donc, Poussin, au cours de ce voyage, trouve un œuf de fée qui éclot. Il élève le bébé fée pendant tout l'épisode, gagnant ainsi le sens des responsabilités et s'attachant à l'enfant. Puis le bébé à taille humaine devient un adulte minuscule d'un seul coup. C'est comme ça que ça fonctionne pour les fées. Ça fait partie de leur cycle de vie. Ils ont besoin d'être élevés pendant une journée par des êtres de grande taille pour arriver à maturité, et ensuite la fée part vivre sa vie d'adulte loin de son père adoptif comme tous les enfants. Et Poussin devient d'autant plus adulte en acceptant de le laisser partir. Tu vois combien c'est génial et combien ça aurait pas pu l'être dans une série sérieuse ? J'ai un peu de mal, je t'avoue. Deuxième exemple, qui se passe avant le précédent dans la chronologie. Le premier empoisonnement de Blanche-Neige se fait, comme dans le conte, avec une ceinture en ruban empoisonné. Enfin, ensorcelé pour se transformer en serpent et empoisonner Blanche-Neige. Dans le conte, les nains enlèvent juste la ceinture et Blanche-Neige revient à la vie. C'est pas assez over the top pour la légende de Blanche-Neige. Il se trouve qu'à chaque naissance de nain, il y a un arbre qui apparaît dans une dimension de poche, et chaque nain a ainsi le pouvoir de sacrifier sa vie pour en sauver une autre en abattant son arbre. En termes de longévité, autrement, les nains sont immortels. L'ancien, le plus vieux des nains, On s'en serait pas douté. c'est son nom. Il s'appelait déjà comme ça quand il était jeune. Bref, le plus vieux des nains décide, sans en parler aux autres, de sauver Blanche-Neige comme ça, c'est-à-dire en abattant son arbre. Arrivé trop tard pour l'en empêcher, la science, le nain intello, décide de récupérer le bois de l'arbre abattu pour le recycler en couverture de livre. L'arbre de l'ancien a donc maintenant une nouvelle vie en tant que couverture. Blanche-Neige ressuscite donc parce que l'ancien a sacrifié sa vie pour la ressusciter, et l'ancien ressuscite parce que son arbre a une nouvelle vie. Là, tu vois ? Je demande surtout l'avis d'un arbitre. Ce tour de passe-passe me paraît pas très régulier. Bon, tu l'auras voulu. Laisse-moi te raconter la scène de la pomme. La scène de la pomme. Épisode 50. La série n'a été faite que pour en arriver là. Le conflit a vachement dégénéré pendant le dernier acte, et la reine Cristal en est arrivée à un tel degré de ras-le-bol de pas arriver à tuer Blanche-Neige qu'elle a carrément lancé un sort sur l'ensemble de la forêt aux 7 couleurs, pétrifiant tout ce qui vit, hommes, nains, gobelins, animaux, plantes. Et bien sûr, grâce au sacrifice héroïque des amis de Blanche-Neige, celle-ci est la seule à avoir échappé à la pétrification. Elle était la seule que la reine voulait tuer, et elle est la seule à en réchapper. C'est tout le monde sauf Caroline. C'est vraiment pas le moment pour la reine de jouer au loto. Au stade où elle en est, Cristal ne va pas se laisser décourager pour si peu. Donc elle commence à préparer un nouveau plan à base de pommes empoisonnées. Pendant ce temps-là, Blanche-Neige n'a rien d'autre à faire que de retourner à la maison des nains, maintenant vide, pour y attendre Richard qui, d'après la prophétie, sera en mesure de vaincre la reine Cristal une fois adoubé chevalier. C'est là qu'il y a la fameuse chanson. Bref,
Christelle, transformée en vieille dame, frappe à la porte de Blanche-Neige prétendant être une marchande de pommes. Blanche-Neige, qui a été prévenue en amont et qui n'est pas dupe, s'apprête à refuser poliment quand elle remarque, dans la main de sa marâtre, le bâton de mage qui a permis à la reine de pétrifier toute la forêt et permettrait, si Blanche-Neige parvenait à s'en emparer, d'inverser le sort et de sauver tout le monde. Au lieu de la renvoyer, elle la fait donc entrer, l'invite à s'asseoir près du feu pour se reposer. S'ensuit un long échange sur un ton courtois où Blanche-Neige essaye de convaincre la vieille dame de déposer ses affaires pour être plus à l'aise et s'éloigner de son bâton, tandis que la reine essaye désespérément de convaincre Blanche-Neige de goûter à une de ses pommes. Oublie la scène d'action psychédélique qu'il y aura au dernier épisode. C'est la grande confrontation, le duel principal de la série. Puis Blanche-Neige finit par admettre que Christelle ne se laissera pas suffisamment distraire pour lâcher son bâton tant que cette foutue pomme n'aura pas été mangée. Donc, elle fait le seul choix qui lui reste. Elle croque dans la pomme et profite de l'émotion de la reine pour s'emparer du bâton, inverse le sort et sauve tous ses amis et son peuple avant de s'effondrer inconsciente sur le sol, se sacrifiant comme seule sait le faire une vraie princesse. Cette série n'a été faite que pour mettre ça en scène. Et c'est magnifique. Alors, quand tu me l'avais raconté, j'imaginais quelque chose de plus... intellectuel ? Intellectuel ? Ouais. La reine se pointe en se faisant passer pour une marchande de pommes alors que tous les alentours sont pétrifiés. J'imaginais Blanche-Neige être davantage dans une attitude. Tu me prends vraiment pour une nouille. Après le duel de politesse, j'imaginais plus ça comme une impasse où la reine soupçonne que Blanche-Neige veut lui prendre son bâton et afflairer l'arnaque. Donc Blanche-Neige mange la pomme pour profiter d'un bref instant de jubilation de la reine, genre yeah, j'ai gagné, pour prendre le bâton et inverser le sort avant de s'effondrer. Non, là en l'état des choses, c'est des longs plans dramatiques d'animé japonais des années 80, sauf qu'au lieu que ce soit Mamma mia, il a coupé les aubergines dans le sens de la longueur, c'est comment elle a fait exprès de se sacrifier pour sauver les autres. Du coup, ton résumé me paraissait plus rigolo, mais c'est très bien quand même en l'état. Quoi qu'il en soit, la légende de Blanche-Neige, c'est ça. Des événements over the top, permis par une ambiance complètement désinvolte et sans autre prétention d'aller aussi loin qu'on veut dans le délire. Ça a peut-être pas été écrit dans le sang et les larmes, mais c'est tout de même un projet du cœur. C'est clair que les auteurs se sont vachement amusés à le faire. Et malgré les négligences, les personnages sont suffisamment vivants et en relief pour susciter l'empathie. Même les personnages monomaniaques comme la reine Christelle. Christelle a une raison scénaristique d'être monomaniaque, même si ce n'est révélé que très tardivement. Elle est possédée par un démon qui, en tant que démon, n'a aucune raison de se comporter en humain raisonnable. On ne sait pas à quel point la vraie Christelle est encore consciente. On espère qu'elle l'est encore un tout petit peu, parce que sinon, ça veut dire qu'une fois exorcisée, elle se réveillera dans un corps d'adulte en ayant le souvenir d'avoir 12 ans, mariée à un homme qu'elle ne connaît pas, enfin si elle le connaît peut-être parce que c'est son cousin, mais c'est pas mieux, et belle-mère d'une adolescente plus vieille qu'elle ne l'était au moment de se faire posséder. Heureusement que ce n'était pas un mariage d'amour. Je m'accroche à l'idée que le démon laisse la vraie Christelle aux commandes de manière plus ou moins consciente de temps en temps, afin de pouvoir adopter l'attitude raisonnable d'un véritable être humain et de simuler la gentillesse. En conséquence, que la vraie Christelle est à moitié consciente, et qu'une fois libérée, elle conservera des bribes de souvenirs de la vie qu'elle a fait semblant d'avoir pendant tout ce temps, ce qui lui donnera une base pour repartir d'un bon pied et accéder au vrai bonheur. Pourquoi ai-je besoin de m'en soucier ? Déjà parce que Blanche-Neige, elle, s'en soucie. Ensuite parce que si la série a pris la peine d'introduire cette histoire de démon, c'est que la réconciliation de Blanche-Neige avec la reine, que Blanche-Neige appelle de ses vœux pendant toute la série, doit être une récompense à la fin pour la force morale de Blanche-Neige, qui se refuse à haïr sa tortionnaire malgré tout ce qu'elle subit. La véritable Christelle n'est donc pas un non-sujet. Malheureusement, la série n'a pas voulu se prendre la tête avec les détails. On n'en saura pas plus sur comment fonctionne sa possession. Quoi qu'il en soit, nous passons beaucoup de temps de la série en compagnie de cette méchante reine dont le corps est habité par un démon. Nous voyons donc ses véritables désirs, avoir la plus belle apparence possible, ses angoisses liées au fait que le corps de Christelle vieillit et ne pourra pas rester éternellement parfait, et ses longues réflexions sur la manière de tuer Blanche-Neige sans abîmer son corps, histoire de pouvoir en prendre possession et abandonner celui de Christelle. Après, si vous vous demandez comment une reine peut comploter pendant 52 épisodes pour assassiner la princesse héritière très populaire sans se faire destituer vite fait malgré l'absence du roi, sachez que Christelle a une garde personnelle qui lui est toute dévouée et que c'est à elle qu'elle confie les tâches non recommandables. Personne, ni dans le château ni dans le royaume, n'est au courant du conflit qui sévit au sein de la famille royale. Officiellement, Blanche-Neige est partie en cure suite à une maladie. Oui bon, après, le peuple de la vallée d'Émeraude est vraiment pas méfiant. La meuf, elle a quand même une chauve-souris de compagnie, un miroir géant avec des serpents qui décorent le cadre, un laboratoire dans les caves du château, mais à part ça, c'est pas suspect du tout. Les gens savent pas pour le laboratoire. On y entre comme dans un moulin, il est même pas caché. C'est bien pour ça qu'elle finit par en changer et aller faire ses expériences dans la pièce secrète dont le passage est caché derrière son miroir. En
En tant que sorcière, Crystal n'est pas spécialement puissante. Elle a surtout quelques bons artefacts, une bonne maîtrise de l'invocation et quelques noms intéressants dans son carnet d'adresses. La plupart de ses stratégies se résument à Summon Bigger Fish. Oh, faut pas croire, elle hésite pas à donner de sa personne et à descendre sur le terrain pour empoisonner Blanche-Neige. C'est pas ton binôme de TP qui te laisse tout faire et récolte la bonne note à la fin. Elle met la main à la pâte quand c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, les stratégies que Crystal met en place pour nuire à Blanche-Neige nécessitent des conditions très précises pour fonctionner. Et la mise en place elle-même peut occuper une bonne partie de l'épisode. On suit donc les difficultés de Crystal à tuer Blanche-Neige avec autant de passion que les difficultés des nains pour la sauver. Ça fait partie du spectacle et du plaisir. Du coup, malgré les approximations liées à sa situation, ce temps permet à la reine d'être un bon personnage de méchant, crédible, intéressant à regarder comploter et qu'on adore détester. Cette série a un truc avec le fait de rajouter de la complexité et de l'importance à des rôles standardisés qui ne servent qu'à déclencher l'élément perturbateur et la situation finale. Elle a fait pareil avec le prince, lui donnant un rôle vraiment très proéminent alors qu'il est juste censé réveiller Blanche-Neige à la fin. Tu me diras, pour faire 52 épisodes, on n'a pas trop le choix. Je dirais pas que le personnage du prince a été complexifié. Ça reste un héros assez classique, avec des compétences et un caractère de héros classique. Mais effectivement, on a multiplié ses interventions dans l'intrigue par rapport au conte, et là encore, ce temps lui permet d'être un bon personnage de gentil, sympathique, et qu'on veut voir réussir. Physiquement, Richard rappelle un peu Diego de la Vega dans la légende de Zorro. Il est blond alors que les princes de contes de fées sont généralement plutôt bruns, comme Zorro du reste. Mondo a un truc avec les mecs blonds. Richard est l'archétype du héros d'amour courtois. Doté d'un sens du devoir à toute épreuve, il est courageux, généreux, soucieux d'autrui, plus intéressé par l'amour et le bonheur que par la gloire et les honneurs, par la nature que par les riches palais, ce qui est la raison pour laquelle il fuit les mondanités pour aller flirter avec la princesse au bord du lac, et sympathise systématiquement avec tous les personnages qu'il rencontre du moment qu'ils sont amicaux avec sa bien-aimée, même le William. Oui, parce que ça a beau être une série Mondo, elle a tout de même eu l'intelligence de réaliser que le cliché « si Titus est jaloux, Titus est amoureux », ça a surtout pour principal effet de rendre le personnage jaloux antipathique. Richard ne considère pas Blanche-Neige comme sa propriété. Il l'aime d'un amour totalement altruiste. Si d'aventure elle devait choisir quelqu'un d'autre que lui, il respecterait son choix. Il souhaite son bonheur et estime qu'elle seule a le droit de décider si ce bonheur serait d'être avec lui ou pas, si elle change d'avis à ce sujet ou pas. D'autant plus que de toute façon, il n'est apparemment pas tout à fait sûr que sa vocation de chevalier soit compatible avec l'amour, même si cette problématique est totalement oubliée en cours de route. Donc quand le William, loyalement, car décidément les personnages masculins de cette série sont des modèles de vertu, l'informe de ses sentiments pour la femme qu'il aime, Richard ne se montre ni méfiant ni agressif et en retire principalement l'information que du coup, il y aura quelqu'un qui protégera Blanche-Neige en son absence et que si jamais ça devait aboutir à ce que Blanche-Neige le quitte pour l'autre, il peut l'accepter du moment qu'elle reste en vie. Trouvez-moi un autre héros de fiction qui fait ça. Un seul. J'attends. C'est bien que tu en retires ça, parce que moi, ce que je retiens de ce passage, c'est que les deux personnages masculins ont des comportements exemplaires, mériteraient tous les deux l'amour de Blanche-Neige, et que c'est vraiment pas juste qu'il y ait un cœur brisé. Vraiment, la recette du William, c'est une recette bizarre. Dans la légende de Blanche-Neige, le William s'appelle Jack. Sérieusement ? Oui, et je t'assure qu'il n'a rien d'un Jack William Dalton. Jack est le fils adoptif du gouverneur d'un village dans lequel Blanche-Neige trouve refuge au cours de la série. Il aime se donner des airs de voyou et cacher ses véritables sentiments sous des taquineries, mais a en réalité un grand cœur, aidant les enfants qui dépriment à retrouver le moral et rendant service aux vieilles dames handicapées du village. Bien sûr, le jour où il découvre que la fille qui l'intéresse en aime un autre, son premier réflexe, le tout premier, est de sauver l'autre en question. Le deuxième est d'avertir l'autre qu'ils sont rivaux. C'est vraiment tout le contraire d'un faucheton. D'ailleurs, malgré le fait que les sentiments de Blanche-Neige pour Richard aient été établis dès le début de la série, la mise en scène met un point d'honneur à souligner qu'elle est quand même un peu attirée par Jack aussi. Je la croyais amoureuse de Richard, drôle d'histoire. Ouais, vraiment, la recette du William, c'est une recette bizarre. Là encore ça va, c'est la bizarrerie classique, celle qu'on s'est tapée dans Code Lyoko et dans Loulou de Montmartre. En moins space que dans Code Lyoko et dans Loulou de Montmartre, vu qu'au final, Blanche-Neige choisira toujours Richard quel que soit l'épisode. Son premier réflexe en prenant conscience de son attirance pour Jack est de s'en détourner en pensant à Richard. Ce n'est vraiment pas ce que la série fera de plus bizarre avec Jack. Non, ce qu'elle fera de bizarre surtout, c'est son arc personnel de fin de série. Ah, son arc personnel de fin de série. Parlons-en de son arc personnel de fin de série. Parle-en toi parce que moi j'ai rien compris. Bon, il vous aura pas échappé que Jack physiquement c'est Peter Pan. Ou le Link des premiers jeux Zelda si vous préférez. Et je vous ai dit qu'il était adopté. Donc, vous voyez venir le truc à 3 km. En réalité, même s'il l'ignore, Jack n'est pas humain, c'est un elfe sylvain. Enfin, c'est moi qui dis ça comme ça. La traduction de ce qu'il est arrête pas de changer d'un épisode sur l'autre. Génie, esprit, la VF arrive pas à se décider. Mais concrètement, c'est un elfe sylvain. Et pas n'importe lequel. Le fils du roi de la forêt en personne. Pour une raison
pas très bien expliqué, il a dû être confié aux humains alors qu'il n'était encore qu'un bébé, et ni lui ni personne ne soupçonne ses origines. Depuis des années, sa forêt attend qu'il devienne adulte pour qu'il vienne reprendre son trône. Ça a l'air d'une histoire très cool et d'un arc très intéressant, vous êtes d'accord? Bah tant mieux pour vous, parce que cet arc très intéressant, la série ne le racontera pas. À la place, elle raconte comment Christelle, désespérée de parvenir à ses fins, lance une invocation à la cantonade afin que n'importe quelle créature fantastique aux alentours réponde à son appel et l'aide à s'emparer de Blanche-Neige. Jack étant, à son insu, une créature fantastique, il ressent le besoin impérieux d'aller au palais, qu'il rationalise en se convainquant qu'il effectue une mission d'infiltration pour Blanche-Neige. Il se fait capturer par la reine, qui réalise qu'il est là à cause de son incantation, et lui jette un sort pour faire pousser ses oreilles d'elfe et lui faire découvrir sa nature. À partir de là, votre avis vaut le mien sur ce qui se passe. A priori, elle n'hypnotise pas Jack, ne le fait pas chanter, ne le menace pas. Elle lui révèle juste qu'il est un elfe, enfin un génie, un esprit, et à partir du moment où il a cette information sur lui-même, Jack est persuadé qu'il est tenu par contrat d'être méchant. La reine lui dit de retourner dans la forêt pour offrir des fleurs empoisonnées à Blanche-Neige, et il le fait. Il n'aime pas ça, alors il se débrouille pour avoir l'air chelou afin qu'elle refuse les fleurs, il finit même par les jeter par terre et se laisser capturer par les nains, mais il semble continuer à être persuadé qu'il doit nuire à Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle, bien sûr, sait que c'est absurde, sait quelle personne il est, et qu'il est loin d'être le génie du mal qu'il est persuadé d'être. Mais lui n'en démord pas, s'il a des oreilles d'elfe, c'est qu'il est méchant. Et d'ailleurs, il le prouve en détruisant le bouclier des nains qui empêche le miroir magique de voir ce qui se passe dans la forêt aux 7 couleurs. Il faut que la reine tente de le sacrifier comme un pion pour qu'il commence à se faire la réflexion que, quitte à être un génie du mal, il n'est pas obligé d'être un génie du mal au service de la reine. Et il faut que Blanche-Neige soit vraiment en danger pour que son amour l'emporte sur sa conviction d'être obligé de faire le mal. Ok. J'ai rien compris. Moi non plus. Bon, au cours de ces quelques épisodes, à un moment, on constate que si Jack rechigne trop à obéir à la reine, elle le maltraite, mais c'est absolument pas ça qu'il évoque comme raison quand il est seul et qu'il réfléchit à son obligation morale de faire du mal à Blanche-Neige. Non, je crois vraiment que l'idée, c'est que Jack découvre qu'il est quelque chose qui, selon ses critères, est l'équivalent d'un démon, et qui se doit absolument de mal agir. Il y a le même genre de divagation dans Charmed. C'est complètement absurde et insensé, et la série ne fait rien pour qu'on adhère à son délire, mais il faut tout de même l'accepter, si contre-intuitif qu'il soit. Ce n'est pas une incohérence, c'est réellement ça l'histoire. Un personnage est persuadé que quand on découvre qu'on est un diable, on se doit d'agir comme un diable même si on n'en a pas envie. Si difficile que ça puisse être, il faut accepter cette logique. Ouais, ça sort pas mal de l'histoire quand même. Et c'est très dommageable sachant que ça survient à la fin de la série, au moment où l'action s'emballe et où tous les éléments se mettent en place pour l'épique duel final entre le démon qui possède la reine et le fantôme de Jedi de Blanche-Neige. Inutile d'entrer trop dans les détails, il faut bien laisser les spectateurs découvrir 2-3 trucs par eux-mêmes. Il y a de nombreux personnages secondaires qu'on n'a pas ou peu évoqués, et beaucoup de sous-intrigues d'importance diverses qui entretiennent l'état d'esprit, ça part dans tous les sens, et c'est ça que c'est bien de la légende de Blanche-Neige. Mais quitte à présenter les protecteurs de Blanche-Neige comme on a commencé à le faire avec Richard et Jack, il serait peut-être plutôt temps de parler des nains. 7 nains, c'est énorme comme nombre de personnages à mettre en scène, même en réduisant chacun à un gimmick résumé dans son nom, comme le fait le Disney. En conséquence, on en aura forcément un qui servira plus que les autres et qui deviendra le plus proche ami de Blanche-Neige au cours de l'histoire. Dans le Disney, c'est Grincheux. Dans la légende de Blanche-Neige, c'est le petit jeune de la bande, Poussin. On sait que Poussin est jeune parce qu'il n'a pas encore de barbe, c'est-à-dire qu'il est jeune selon les critères des nains. Le plus jeune nain après lui, Froussard, est déjà barbu, lui. Par jeune, entendez qu'il n'a que 300 ans. C'est un chiffre qu'on obtient par déduction en recoupant des informations de plusieurs épisodes. Ce n'est pas dit explicitement dans la série. Les nains vieillissent lentement. Pas si lentement que ça quand même. Le plus vieux des nains, l'ancien, n'a que le double de l'âge de Poussin, étant donné que Poussin est né lorsque lui avait l'âge qu'a actuellement Poussin. Pourtant, il a déjà une barbe assez longue pour le couvrir entièrement et une allure vénérable de vieux sage. Les nains doivent surtout avoir une très longue enfance. La série semble changer d'avis en cours de route sur les âges respectifs des nains, leur immortalité, etc. Dans sa jeunesse, l'ancien vivait dans la même chaumière mais avec d'autres nains, donc on se demande bien ce que ceux-ci sont devenus. Et la taille de son arbre, comparée à celle des autres, donne l'impression qu'il n'est pas censé avoir seulement le double de l'âge de Poussin, car ça supposerait que les autres nains ont moins de 200 ans d'écart avec l'ancien ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'idée que s'en font précisément les auteurs à un instant T, l'échelle de temps des nains est incomparable à celle des humains. Blanche-Neige a déjà aperçu ces nains-là par hasard quand elle était petite, alors qu'elle s'était éclipsée à l'orée du bois échappant à la surveillance de sa nounou, et ils avaient exactement la même tête. Pour eux, c'était il y a peu de temps, alors que pour elle, c'est toute une vie qui s'est écoulée entre-temps. Et non, la série ne cherche pas à balayer sous le tapis le caractère tragique qu'il peut y avoir à s'attacher à un être d'une espèce qui a une durée de vie plus courte. Les nains mettent du temps à se prendre d'affection pour Blanche-Neige précisément pour cette raison-là, et le disent explicitement.
Ils savent que s'ils s'y attachent vraiment, ils vont avoir de la peine, parce qu'elle va très vite vieillir et mourir. Mais la merveilleuse personnalité de Blanche-Neige fait qu'ils s'y attachent quand même. Et c'est particulièrement vrai pour Poussin. Du fait d'être le nain qu'on voit le plus, Poussin est également le plus développé. Il a l'impulsivité de la jeunesse et suffisamment de caractère pour s'emporter facilement. Contrairement à son aîné Froussard, il est téméraire et proactif. Il a aussi une certaine fierté et le souci de bien faire. Il est également assez possessif, et bien qu'il soit conscient de la barrière infranchissable que constitue la différence de race et de longévité, il a un peu de mal à accepter que Blanche-Neige lui préfère Richard. Cependant, son amitié juvénile deviendra indispensable à Blanche-Neige, qui, éduquée à son rôle de princesse depuis sa plus tendre enfance, et confrontée à la sévérité d'une belle-mère très stricte et hostile, n'a pas eu autant d'occasions de jouer et rire qu'elle le devrait, et peut s'épanouir en le faisant avec Poussin. Poussin est presque le co-personnage principal de l'histoire. Son développement personnel est un sujet à temps plein de la série. Le voyage initiatique qu'il fera pour passer à l'âge adulte sera le point de départ de la deuxième moitié de la série, un arc filet qui fera monter la tension progressivement jusqu'à arriver au climax de la pomme, et c'est grâce à ce voyage initiatique et à Poussin que Blanche-Neige dispose de la plupart des éléments qui lui permettront de se sortir des situations dans lesquelles la plonge sa belle-mère. Même si les autres nains sont beaucoup moins développés que Poussin, la série se débrouille pour les utiliser tous au moins une fois. L'ancien, qui comme son nom l'indique est le plus vieux, et qui comme son nom ne l'indique pas s'appelait déjà comme ça quand il était jeune, est le plus expérimenté et le plus sage. C'est lui qui prend généralement les décisions concernant la protection de Blanche-Neige. Il ne sait pas tout, mais pour les choses qu'il ne sait pas, il a une grosse encyclopédie à consulter pour y trouver la solution du jour. Ce livre est écrit dans une langue très ancienne et très difficile à comprendre. Du coup, à part l'ancien, le seul nain à la lire est la science, qui comme son nom l'indique est le scientifique du groupe. La science est avant tout un herboriste, avec de solides connaissances en pharmacie, capable de créer des remèdes en tout genre. Il a également un certain goût pour l'enseignement, et transmettra ses connaissances à Blanche-Neige chaque fois qu'il en aura l'occasion. Cookie, comme son nom l'indique, est le cuisinier de la bande. Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des dessins animés impliquant une princesse, Blanche-Neige n'a reçu qu'une éducation de princesse, au moment où elle arrive dans la maison des nains. Elle ne sait ni cuisiner, ni faire le ménage, ni jardiner, ce qui est embêtant parce qu'elle a négocié son séjour en échange de l'accomplissement des tâches ménagères. Les nains vont devoir tout lui apprendre, et Cookie lui apprendra à cuisiner. Costaud, qui comme son nom ne l'indique pas est le nain grognon, est charpentier de son état. Malgré son apparente réticence à accueillir Blanche-Neige dans la maison, il s'empressera de lui fabriquer un lit à sa taille pour qu'elle arrête de squatter celui des nains. Grognon, qui comme son nom ne l'indique pas est le nain costaud, est une armoire à glace version nain. Bien qu'il reste plus petit qu'un humain, il est grand et massif, et c'est généralement à lui qu'on fera appel pour les missions nécessitant des muscles. Enfin, Froussard, le plus jeune après Poussin, est le plus gentil et le plus doux de la bande. Il a une forte affinité avec les animaux dont il parle le langage. C'est donc lui qui s'occupe des chèvres ainsi que des animaux de Blanche-Neige. Parce que oui, Blanche-Neige a des animaux, on le saura. Moustache, Pocket et QQ. Jugez pas, Blanche-Neige leur a trouvé leur nom quand elle avait 4 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le chien qui s'appelle Moustache, parce qu'il se fait des moustaches quand il boit son lait, et le chat qui s'appelle Pocket, parce qu'il tient tout entier dans la poche de Blanche-Neige. En faisant abstraction du très énervant épisode où il transforme Blanche-Neige en lapin, ces animaux ne servent pas aussi souvent qu'on s'y attendrait. Il y a assez peu de cas de ces nonos qui tuent le cyclope. En revanche, la série est très insistante sur le fait que les animaux sont connectés à la vérité suprême de l'univers et peuvent détecter de ce fait qui est gentil et qui est méchant. C'est assez paradoxal quand on pense que la chauve-souris de la reine est un des rares personnages de la série à bénéficier des bontés de Blanche-Neige et à ne pas y trouver pour autant la motivation de repasser du côté lumineux. Un indice du fait qu'on peut faire confiance au chasseur, Samson, et que c'est lui qui ramène les animaux à Blanche-Neige après sa fuite du château. Cette série déteste la sous-utilisation de personnages, donc évidemment que le chasseur chargé de tuer Blanche-Neige au début de l'histoire restera pour servir ensuite. D'ailleurs, on dit le chasseur parce que ce personnage est communément appelé le chasseur quand on résume le conte, mais comme tu l'as dit au début, il est plutôt qualifié de garde-chasse et c'est vraisemblablement plus un garde forestier qu'autre chose. Samson est un badass ultime avec un passé tragique. Dès que la reine fait appel à lui pour assassiner Blanche-Neige, on voit bien qu'il déteste l'idée. Mais comme elle menace de l'exécuter s'il n'obéit pas à ses ordres, il doit bien se résigner. Du moins, il se résignerait s'il n'avait pas un passé tragique. Quelques années auparavant, il a perdu sa fille qui, si elle avait vécu, aurait l'âge de Blanche-Neige. Oui, mais ça on l'a déjà dit. Ok, donc une fois devenu un criminel en fuite, Samson s'installera... Attends, pourquoi c'est un criminel en fuite déjà ? Ah bah tu vois. Donc je reprends. La reine a fait appel à lui pour tuer Blanche-Neige, le menaçant de l'exécuter lui s'il refuse. Ayant perdu sa propre fille qui, si elle avait vécu, aurait l'âge de Blanche-Neige... Tuer Blanche-Neige, c'est vraiment trop lui demander. Bon, c'est assez évident que ce serait trop lui demander dans tous les cas, mais ça permet de passer tout un épisode sur les états d'âme du chasseur à qui on a ordonné de tuer Blanche-Neige alors qu'il n'a pas l'intention de le faire. Toujours est-il que laisser Blanche-Neige s'enfuir fait de lui un criminel en fuite à partir du moment où la reine le découvre. Ainsi, Samson s'installera dans une cabane isolée dans un autre coin de la forêt, juste assez loin pour ne pas empiéter sur le territoire des nains, mais juste assez près pour intervenir si Blanche-Neige est en danger. De ce fait, Samson réapparaît épisodiquement. Pas si souvent que ça, mais tant mieux parce que c'est le genre de personnage qui crève l'écran et nous fait regretter que l'histoire ne soit pas sur lui. Oh, on ne le regrette pas, car le personnage sur lequel est l'histoire crève l'écran aussi. Blanche-Neige, c'est la princesse Sarah ultime.
Certes, elle est capable de se mettre en colère et de se disputer avec Poussin, mais durant toute la série, malgré tout ce que sa belle-mère lui fera subir, son objectif restera de négocier une cessation des hostilités pour que le royaume n'ait pas à pâtir de ce conflit familial. Informé que le comportement de sa belle-mère est dû à une possession, son premier réflexe est de la plaindre. Si quelqu'un qu'elle croise se montre aigri, agressif ou malhonnête, elle s'efforcera de déterminer quel type de mal-être pousse cette personne à se conduire comme ça et à lui apporter le réconfort qu'il faut pour la convaincre d'être gentille. Et ça fonctionne sur tout le monde, sauf le démon qui possède Christelle parce que c'est le boss final et qu'on n'est pas dans Steven Universe. Les conflits cosmico-mystiques entre superpuissances intergalactiques ou interdimensionnelles ne se résolvent pas en disant « Je suis un enfant, quelle est votre excuse ?» Et comme t'as dit, ça fonctionne pas non plus sur la chauve-souris qui reste loyale à la reine. On sait pas pourquoi vu qu'elle parle pas. Toujours est-il que la stratégie de Blanche-Neige de rester bonne malgré tout ce qui peut lui arriver, amicale malgré toute l'hostilité qu'on lui manifeste et altruiste malgré le danger qu'elle court, finit toujours par être la solution à tous les problèmes. La solution ne sera jamais que Lavinia se prenne une gifle, plutôt que Lavinia se repente d'elle-même. Et si d'aventure la reine Christelle essaye d'utiliser la bonté de Blanche-Neige pour la piéger, ce genre de stratégie finit par se retourner contre elle d'une manière ou d'une autre. Blanche-Neige est, selon le miroir, la plus belle fille de la vallée d'Émeraude. Mais vu qu'elle ne change absolument pas de tête entre le moment où le miroir continue à dire que c'est Christelle et le moment où il déclare que finalement c'est Blanche-Neige, on ne parle clairement pas de beauté physique. Ceci dit, vu qu'elle reste, depuis son enfance, la même jeune fille généreuse et sincère qui préfère les balades en forêt et les animaux aux mondanités et se préoccupe du confort de ses amis et de ses serviteurs, je ne sais pas si on parle vraiment de beauté morale aussi. Tu vois que j'avais pas tout à fait tort avec mon histoire de puberté de l'âme. Il s'agit bien de beauté morale. Mais pour être d'une beauté accomplie, il faut que Blanche-Neige, en plus d'être incommensurablement bonne, soit heureuse. C'est pour cela que le miroir ne l'identifiera comme la plus belle fille du royaume qu'au moment où elle tombera amoureuse de Richard. La mise en scène souligne énormément que la gentillesse de Blanche-Neige, son esprit de conciliation et son refus du conflit, n'est ni une erreur ni une faiblesse, mais une force. C'est plus central dans Princesse Sarah, car dans Princesse Sarah, il n'y a littéralement que ça, alors que dans Blanche-Neige, il y a aussi les 12 000 trucs magiques qui contribuent à la victoire des gentils. Mais pour autant, impossible de louper cet aspect. Ce qu'est Blanche-Neige, elle l'est par choix et par force, et c'est ce qui alimente son pouvoir du dé de faire de n'importe qui qu'elle rencontre un allié. Bon, elle est forte, mais elle passe sa vie à tomber dans les pommes aussi. C'est normal pour Blanche-Neige. Blague à part, la série arrive à faire en sorte que Blanche-Neige se fasse régulièrement avoir par les ruses de Christelle sans que ce soit déshonorant pour elle. Soit le piège marche parce que Blanche-Neige était perturbée ce jour-là par une dispute avec Poussin, soit il marche parce qu'il s'agit d'un plan très élaboré filé sur plusieurs épisodes, soit il marche parce que Blanche-Neige fait exprès de se laisser piéger pour sauver ses amis. Avouons qu'il y a aussi que c'est une série un peu bêta pleine de bouffonneries et que Blanche-Neige y est parfois bouffonne comme tout le reste. Quelle que soit la manière dont on l'analyse, c'est bel et bien en restant l'archétype de l'héroïne shoujo qui reste pure et incorruptible malgré les événements, ce qui se traduit généralement par une certaine passivité, que Blanche-Neige parvient tout de même à donner d'elle-même l'image d'une femme proactive, courageuse et puissante, même si concrètement elle tombe tout le temps dans les pommes. Cette série est comme une recette de fin de mois quand on mélange tout ce qui reste dans le frigo pour voir si ça fonctionne et qu'on découvre de nouvelles saveurs grâce à ce mélange inattendu. Les auteurs ont mis tout ce qu'ils avaient envie de mettre là-dedans. Tout, mais sans pour autant oublier ni altérer l'ingrédient principal qui est l'histoire de Blanche-Neige. Du coup, la légende de Blanche-Neige, c'est coloré, c'est touffu, c'est fantaisiste, c'est baroque, c'est pétillant, et ça mérite qu'on s'en souvienne. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,